Bonsoir. Donnez à un homme un poisson, il aura à manger pour une journée. Apprenez à un homme à pêcher, il aura à manger toute sa vie. Cette maxime du chinois Lao Tzu démontre à suffisance la place de l'éducation dans la société. Elle est la base du développement de celle-ci. Le Cameroun, pays en voie de développement, a mal à son éducation. Ce secteur est paralysé depuis plusieurs semaines par une grève organisée par le mouvement OTS. Entendez, on a trop supporté. Les enseignants crient sur leur ras-le-bol. Ils disent avoir trop supporté les retards d'intégration à la fonction publique, les non-paiements des rappels et avancements, la règle du 1/3 ou encore celle des 30%. Ce sont là quelques griefs soulevés par les seigneurs de la craie. Un outil qu'ils ne reprendront que lorsqu'ils auront leur argent en poche. Face à la situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Celles-ci semblent insuffisantes pour les grévistes qui n'ont toujours pas repris le chemin des classes. Cela fait pratiquement 5 semaines que les enseignants du secondaire, récemment rejoints par ceux de l'éducation de base, sont en grève. Au regard de la période d'examen qui approche à grands pas, sommes-nous en train de nous acheminer vers une année blanche? L'OTS, aujourd'hui, présente 2 factions ordinaires républicaines. A-t-elle été phagocytée et même sujette à des manipulations politiques? Comment sortir de cette crise et sauver cette année scolaire? Des questions et bien d'autres qui seront au menu de l'échange de ce soir. Notre hôte est membre du Bureau national de coordination OTS. Il est enseignant, il est chargé de la communication de ce mouvement. Anissé Noah est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Duncan, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. Bonsoir à tout le Cameroun. Voyez-vous, lorsqu'on parle des enseignants, c'est tout le Cameroun. Le mouvement OTS que je représente sur ce plateau tenait déjà à remercier le groupe STV parce que, voyez-vous, lorsque je parle du mouvement OTS, je ne fais pas de fraction. Lorsque le mouvement OTS a une idéologie et celui qui n'est pas d'accord avec cette idéologie-là, il quitte le bateau et il crée un autre mouvement autre que OTS. Le mouvement OTS est fondamental, c'est-à-dire nous sommes des fondamentalistes et nous avons une idéologie. Donc, je ne fais pas de fraction républicain, je ne sais pas moi. Nous sommes du mouvement OTS. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que là, on entre une fois dans le vif du sujet. Vous avez eu une réunion récemment avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Au sorti de là, on a bien compris qu'il y avait une faction. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, déjà, il faudrait peut-être que je rappelle la genèse du mouvement OTS. Très bien. Voyez-vous, le mouvement OTS naît le 14 février 2022. Et en date du 17 février, nous avons adressé un préavis de grève au Premier ministre chef du gouvernement. Et le mouvement OTS a pris corps. Voyez-vous, les enseignants sont dissimulés à travers tout le Cameroun. Donc, nous nous sommes retrouvés sur les plateformes numériques, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp. Et c'est comme ça que naît le mouvement. Maintenant, en date, la première réunion convoquée à la primature, elle était présidée par le secrétaire général du Premier ministère. Oui. Nous avons envoyé des représentants à cette réunion-là. Et quand je parle de représentants, je ne parle pas de leaders. Parce que voyez-vous, le mot que nous ne voulons pas au sein du mouvement OTS, c'est leader. Nous parlons de représentants. Ça veut dire qu'à une manifestation ou alors à un événement, nous envoyons des représentants. Et nous avons donc envoyé des représentants à cette concertation-là. Et nous leur avons dit, allez écouter ce que le SGPM va dire. Ne prenez pas de décision sans consulter la base parce que, voyez-vous, le mouvement OTS, la force du mouvement OTS, c'est que chacun est leader dans son établissement. Donc, lorsqu'on envoie un représentant, il est normal qu'il revienne au moins au sein du bureau national, venir dire, voici ce qu'on a dit à la réunion, voici comment ça s'est passé. Et non nous dit, non, j'ai pris la résolution de faire ceci, j'ai pris la résolution de faire cela. Donc, comme je disais, nous avons envoyé des représentants à cette réunion-là. Et quand ces représentants-là sont revenus, nous avons constaté que le langage a changé.
Nous étions là la première semaine de la grève. C'était un mercredi. Nous étions à la première semaine de la grève. C'était, je ne sais pas moi, le 24 ou le 25, quelque chose de ce genre-là. Et les représentants que nous avons envoyés sont venus nous dire non, il faut qu'on lève le mot d'ordre de grève. C'est-à-dire, nous étions à la première semaine. Nous leur avons dit, nous ne pouvons pas lever le mot d'ordre de grève sans consulter la base. Quand je parle de base, c'est ces enseignants-là qui crient leur ras-le-bol au sein des établissements. Il fallait qu'on consulte la base. Et ces gens-là, on a constaté que quelque chose s'est passé. Soit quelque chose s'est passé, soit ils ont subi des intimidations, je ne sais pas de qui. Peut-être de leur chef d'établissement, des sous-préfets ou alors, je ne sais pas moi, des délégués. Quelque chose s'est passé et ils ont commencé à nous dire il faut qu'on lève le mot d'ordre de grève. On leur a dit ok, on constate que vous ne remplissez plus les aspirations du mouvement OTS. Il faut que vous vous mettiez en backstage. Lors des prochaines concertations, si jamais nous sommes invités, vous n'irez plus. Nous enverrons d'autres représentants. Et on était d'accord sur ce point-là. Sauf qu'à la deuxième concertation, déjà nous n'avons pas été convoqués. Le mouvement OTS n'a pas été appelé pour cette concertation-là. Mais les personnes qu'on avait demandé de rester en backstage se sont retrouvées à cette concertation-là. Vous savez qu'avec le numérique, les réseaux sociaux, tout va très vite. C'est-à-dire vous pouvez être en réunion, vous filmez et vous mettez sur la toile. À une fraction de seconde, tout le monde est au courant que vous étiez quelque part. Donc, c'est ça qui s'est passé. On s'est donc rendu compte que ces gens-là n'ont pas respecté la clause que nous avons eue à prendre lors de leur dernière concertation, c'est-à-dire rester en backstage. S'il y a une deuxième concertation, nous allons envoyer d'autres représentants pour être sûr que ceux-là ne viendront pas nous tenir le même langage que vous nous avez tenu. Et ils n'ont pas respecté cette clause-là. Nous avons donc décidé de les désavouer. Parce qu'il faut comprendre là où on va. Et lors de la troisième concertation, je crois bien, nous avions, puisque nous faisons des recrutements, ça veut dire que si nous constatons qu'un enseignant peut être utile, c'est pas moi, en traduction de texte, un enseignant est bon rédacteur, nous pouvons le recruter dans la commission rédaction de texte. Parce que voyez-vous, au sein du mouvement OTS, il y a plusieurs commissions. Il y a la commission communication, dont je suis le responsable. Il y a la commission rédaction. Il y a la commission traduction. Il y a le bureau national. Et nous nous sommes rendus compte que ces gens que nous avons recrutés pour la commission communication qui sont arrivés, un d'entre eux, il y avait une émission à une chaîne concurrente à la vôtre, Vision 4 pour ne pas la citer. Nous envoyons ce monsieur et enfin, il nous demande de l'envoyer à cette émission-là. Et nous l'envoyons bel et bien, puisqu'il dit l'autre panéliste, en fait, il le maîtrise mieux. Donc, ils ont été ensemble lors du CIC, c'est-à-dire le collectif des enseignants indignés en 2017. Oui. Donc, il le maîtrise mieux, il est la personne à même de contredire cette personne-là, puisque c'était une émission de débat. Nous décidons donc de l'envoyer sur le plateau. Non seulement il n'a pas répondu favorable à nos aspirations, parce que voyez-vous, moi j'ai une formation de journaliste à la base, et lorsque on a une émission de contradiction, le challenge c'est en fait de remporter la partie. Et lorsqu'on se rend compte qu'on vous a envoyé et vous n'avez pas remporté la partie, ça veut dire que vous n'avez pas fait le job. On était donc resté sur notre faim. Et ce monsieur-là ne s'est pas arrêté là. Il nous a forcé la main à devenir le porte-parole du mouvement. Nous lui avons dit, nous n'avons pas besoin de porte-parole. Au sein du mouvement OTS, nous voulons des représentants. Et la troisième concertation à la primature toujours, ce monsieur-là nous appelle, il nous dit, j'ai été contacté par une haute personnalité de la primature, me demandant d'assister à la réunion qui va se tenir demain. Il nous le dit à 24 heures de la concertation. Pourtant, OTS n'a pas été convoqué à cette réunion-là. Alors, nous lui disons, puisque lorsque nous écrivons nos communications, lorsque nous écrivons nos communiqués, il y a toujours des numéros qui figurent sur ces communiqués-là. Déjà, le numéro de ce monsieur-là n'était pas sur un communiqué du mouvement OTS. Et on ne sait pas comment, il peut nous dire qu'il a été contacté par une haute personnalité de la primature, lui demandant d'être à une réunion. On a compris qu'en fait, ce monsieur-là voulait un positionnement. Pourtant, au sein de OTS,
notre idéologie SM. Nous nous battons pour la cause des enseignants. Il n'y a pas de positionnement. Nous nous battons pour des causes nobles. Et nous lui avons dit, il est inadmissible que votre numéro ne se retrouve pas dans les communiqués que nous faisons et que vous nous dites, non, vous avez été contacté par tel ou tel. Alors, si la primature veut nous contacter, elle le fera comme lors de la première réunion. Donc, nous croyons, enfin, vous ne devez pas aller à cette réunion-là. Voilà ce qui s'est passé, parce que nous avons compris qu'en fait, ce monsieur ne jouait pas franc jeu. Mais on s'est rendu compte que le lendemain, ce monsieur était à cette réunion. Et les photographies de cette réunion se retrouvent sur les réseaux sociaux. On se rend compte que ce monsieur était à cette réunion. C'est comme ça qu'on lui dit, vous ne pouvez pas fonctionner avec nous. Parce que voyez-vous, nous recrutons les gens, mais nous ne sommes pas comptables de leur moralité. Nous n'avons pas leur caution morale. Donc, c'est comme ça qu'on désavoue ce monsieur. Et il y a eu, c'est comme ça que le processus s'est passé et c'est comme ça qu'on a désavoué des gens. Et ces gens-là se sont retrouvés et ils ont dit, ils créent OTS républicain. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le républicain, parce que moi, je suis un républicain. Vous nous montrez bien là que OTS est fractionné et cela même depuis le départ. Parce que là, on comprend bien que dès la deuxième semaine de grève, c'était déjà infesté. Alors, est-ce qu'avec ce que vous me dites là, on comprend que c'est infesté par le gouvernement? Est-ce que c'est les membres du gouvernement qui ont essayé de rallier certains membres à leur cause? Non, je ne peux pas faire des affirmations gratuites. Mais toujours est-il que nous pensons que ces gens-là qui se sont retirés pour créer, parce que c'est un groupuscule de personnes, hein, c'est un groupuscule de 5 à 10 personnes qui n'ont pas l'assentiment d'un membre, d'un enseignant jusqu'ici. Parce que voyez-vous, lorsqu'ils ont relevé le mot d'ordre de grève, qui a suivi ce mot d'ordre de grève-là? Et lorsqu'ils se disent leaders, j'ai l'impression que, ou alors, j'aimerais que ces gens-là aillent à l'école du leadership, parce qu'un leader, c'est celui-là qui ne prend pas des décisions sans consulter sa communauté. C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsqu'on est leader, il faut prendre des décisions en consultant sa communauté. Je veux donc bien que ces gens-là me disent de qui ils tiennent leur règne. Puisque, voyez-vous, moi, je suis sur ce plateau et au moins 15 000 enseignants savent que je suis ici ce soir à cet instant. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de leader. J'aimerais bien comprendre, quand vous dites qu'il faut rendre compte à la base. Quand vous dites la base, c'est un peu vague. Dans tout mouvement, il y a une certaine structuration. Je veux bien comprendre. OTS n'a pas de leader, mais comment est-ce qu'il est structuré? Non, parce que jusqu'à un certain moment, on nous a dit qu'il n'y a pas de bureau national OTS. Oui. Finalement, s'il n'y a pas de bureau national de coordination OTS, vous êtes dans le communicant de quoi? Ça nous perd un peu. Oui, peut-être que vous n'avez pas été attentif à l'entendre. J'ai dit OTS est structuré. Nous avons un bureau national. Oui. Nous avons un bureau national. Nous avons une cellule de communication qui est coordonnée par moi. Donc, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de SG. Nous avons des chargés de telle rubrique, chargés de telle rubrique. Parce que nous ne voulons pas... L'idée, en fait, c'est... Voyez-vous, nous avons été déçus par les syndicats. C'est en fait de là que part le constat. Nous avons été déçus par les syndicats jusqu'ici qui avaient en leur tête des représentants. Et on s'est rendu compte que les syndicats ne faisaient véritablement pas ce qu'on attendait d'eux. Soit ils étaient, je ne sais pas moi... les aspirations que les syndicalistes portaient à la base n'étaient plus celles qu'on retrouvait, celles que présentaient ces leaders-là. Donc nous avons décidé de faire avec des représentants de telle rubrique, représentants de telle commission, etc. Maintenant, quand je parle de leaders, je dis tout le monde est leader dans OTS, c'est-à-dire tout le monde est leader dans son établissement. Voyez-vous, ce n'est pas nous qui allons dans les établissements pour dire aux gens, non, il faut gréver, machin, etc. Nous faisons juste des communiqués. Maintenant, il y a des leaders dans chaque établissement qui disent, bon, voici comment on va s'organiser, voici, etc. Donc, OTS a une base constituée des leaders. C'est vrai qu'il y a aussi un bureau national, donc nous ne voulons pas... Vous ne voulez pas présenter ceux qui constituent les leaders de votre mouvement, on l'a très bien compris. En fait, la question se pose au regard, par exemple, du dernier communiqué que vous avez fait, c'était le 18 mars, oui. La dernière lettre écrite au président de la République. Là, on est un peu perdu parce qu'il n'y a pas de numéro de référence, on ne sait pas qui signe. Est-ce que là, ce n'est pas aussi pour jeter un peu le flou? Finalement, comment juger de l'authenticité de tels documents? Non, madame, vous avez je vais peut-être le présenter à l'antenne. Allez-y, il n'y a pas de souci. Vous avez, à la fin,
de nos communiqués, il y a des numéros ou alors des signatures qui sont toujours scannées. C'est-à-dire, lorsque vous voyez ce communiqué-là à la fin, bon, c'est vrai que celui-ci n'est pas, Il y a pas de en numéro. couleur, mais vous allez voir là, notre logo est sous forme de cercle. Et à l'extrême droite, puisque je tiens le document comme ça, vous avez haute caisse, mouvement haute caisse. En français, on a trop supporté, loyauté, solidarité, dignité. De l'autre côté, c'est en anglais. I-E-I. I, qu'est-ce que je dis? I-I. E-I. Enough is enough. Voilà, Très enough bien. is enough. D'accord. Voilà. Donc, voilà à peu près comment sont libellés nos communiqués. Et à la fin du communiqué, vous verrez qu'il y a toujours des signatures qui sont scannées là. Il y a toujours des signatures. Parce que voyez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas un mouvement qui est concentré dans une ville. Les représentants sont dans toutes les villes du Cameroun. Donc, lorsque nous faisons un communiqué, la manière la plus, c'est pas moi, la manière la plus fiable, c'est d'envoyer les signatures et les scanner, mettre sur une feuille. Donc, je peux vous passer ce document-là. Disons que votre communiqué, vous l'avez... très bien, c'est pas signé là. C'est-à-dire que si vous voulez dispatcher ce document, vous n'allez pas donner tout le bloc. Vous allez nous donner tout au moins cette partie. Alors, quand on n'a pas de signature, on peut se permettre de s'inquiéter, de douter un peu. Bon, j'espère que vous comprenez. Bon, je vous comprends, sauf que le document qui est adressé au président de la République, c'est vrai qu'il y a des ampliations. Le communiqué, pas la lettre. Oui. Le communiqué Oui. n'a pas de numéro de référence, n'a pas de signature. Oui. Donc, quand moi je reçois un document comme celui-là, Oui. je commence à douter aussi de l'authenticité. Avec les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup de fake news qui se promènent, donc j'ai le devoir de vérifier. Lorsque je n'ai pas ces caractéristiques-là, je devrais m'inquiéter. Bon, ce que je dis, c'est que lorsque nous faisons une communication, il y a toujours une liste de signatures. Ce n'est pas une seule personne qui signe le communiqué. Il y a toujours les signatures scannées à la fin. C'est vrai que la personne peut décider de couper, je ne sais pas moi, le communiqué, d'enlever une page et vous envoyer, mais il y a toujours les signatures à la fin. Très bien. La prochaine fois, il faut dire à la personne de nous envoyer surtout la page des signatures pour qu'on ne soit plus perdu. Oui. Parlons de ce communiqué du 18 mars. Oui. Vous avez rédigé une autre lettre au président de la République. Est-ce qu'on peut avoir de façon brève le contenu de cette autre lettre-là? Ou alors c'est comme la précédente? Oui, bien évidemment, Madame Duncan, vous êtes journaliste et je suis sûr que avant que cette grève ne commence, si on vous avait dit qu'il y a des gens qui ont fait, il y a des enseignants qui font 20 ans sans salaire, il y a des enseignants qui font 10 ans sans salaire, 5 ans, vous n'aurez pas cru. Alors, s'il y a une chose que cette grève a réussi à montrer aux yeux du monde, c'est les conditions de précarité dans lesquelles vivent les enseignants au Cameroun. Alors, les premières mesures, nous avons fait une première lettre au président de la République et le président de la République nous a écoutés. Il a, sous haute instruction, c'est-à-dire la lettre était signée du SGPR, sous haute instruction du président de la République, il a mis certaines mesures à la disposition des enseignants, c'est-à-dire une certaine cagnotte et d'autres mesures y afférentes. Bon, sauf que la cagnotte mise à la disposition des enseignants, voyez-vous, nous réclamons 181 milliards à l'État du Cameroun. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que je veux bien qu'on revienne sur ce sujet-là pour mieux épiloguer. Donc, la cagnotte mise à la disposition des enseignants, nous l'avons jugée insignifiante, parce qu'elle est entrecoupée sous une période très longue. Et la dernière fois que nous sommes retrouvés à la concertation avec le ministre du Travail, j'étais le porte-parole à cette concertation-là, et nous avions avec nous les enseignants, les professeurs de mathématiques. Et nous avons fait une simulation au ministre du Travail que non. Si l'échéancier est long, comme l'a dit le président de la République, nous risquons de retomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire au lieu de baisser la dette va encore gonfler. Ouais. C'est de ça que les questions, comme en 2017, parce que lorsque le CIEG lance le mouvement de grève en 2017, la dette du Cameroun, de l'État du Cameroun vis-à-vis des enseignants est pratiquement à 50 milliards. Voyez-vous, de 2017 à 2022, la dette a plutôt augmenté, alors qu'une commission ad hoc avait été créée pour l'apurement de cette dette-là. Et nous avons donc écrit une lettre, pour venir au fait, nous avons donc écrit une lettre au président de la République, c'est-à-dire la deuxième lettre, pour lui exprimer notre insatisfaction par rapport aux mesures prises à notre endroit.
Et sur cette lettre, nous avons 31 points. Les points les plus saillants, ce sont les points comme, c'est-à-dire rehausser la cagnotte pour permettre à tout le monde de bénéficier de ce qui sera donné aux enseignants. Parce que voyez-vous, ce mois, lorsqu'on parle de complément de salaire, et c'est pas moi de non-logement, il y a certains enseignants qui se sentent frustrés. Quelqu'un qui attendait 5, 6, 7 avancements et qui était en grève, il se sent frustré. Il se dit, à quand est-ce que je rentrerai dans mes droits? Donc nous avons dit au président de la République que nous estimons, parce que je veux bien que vous lisiez la lettre, parce qu'il y a des gens qui disent, nous donnons des injonctions au gouvernement. Lorsque nous allons aux concertations, peut-être avec le ministre du Travail nous a dit la dernière fois, vous êtes mes enfants, et nous lui avons dit, vous êtes notre papa. Et c'est en termes de père-enfant que nous avons échangé ce jour-là. Et nous avons échangé sans langue de bois. Et lorsque nous agressons au président de la République, c'est avec tous les honneurs dus à notre président de la République. Donc je ne vois pas comment quelqu'un peut dire, nous donnons des injonctions au président de la République. Maintenant, il faut rehausser la cagnotte mise à la disposition des enseignants. Il y a le statut particulier des enseignants, c'est-à-dire ce statut-là est signé depuis l'année 2000. Et jusqu'ici, il n'a pas encore été mis en application. Madame Duncan, vous savez que les problèmes sont fils de leur temps. Vous savez que les problèmes que nous avions en 2000 ne sont plus les mêmes problèmes en 2020. Les problèmes formulés ou alors les problèmes des enseignants en 2000 ne sont plus les mêmes problèmes en 2020. Et encore plus que ce statut particulier-là n'est pas encore mis en application. Donc, nous estimons qu'on peut le reformuler et l'appliquer. Donc, au sein du mouvement OTS, déjà, je vous le dis, nous avons engagé une révision de ce statut-là pour permettre de ressortir, en fait, certaines notions. Et maintenant, une fois que nous aurons fini la révision de ce statut-là, nous allons le proposer au gouvernement. Nous n'imposons rien au gouvernement. Nous allons le proposer au gouvernement. Il y a donc le statut particulier. Il y a également d'autres points, parmi lesquels nous demandons au président de la République d'instruire qu'il y ait une plateforme des affectations. Parce que voyez-vous, Madame Duncan, on peut bien dire que le Cameroun n'a pas d'argent pour payer 180 milliards aux enseignants. Mais est-ce que c'est parce que le Cameroun n'a pas d'argent pour payer 180 milliards aux enseignants que les enseignants ne peuvent pas être affectés normalement? Moi, j'ai des promotionnaires, je connais des enseignants qui ont vu leur mariage voler en éclats. Parce que la dame est, je ne sais pas moi, à Figuil et le mari et l'époux est à Douala. Vous voyez que lorsqu'on demande un regroupement familial, on va vous demander de l'argent au ministère. Lorsqu'on demande, Madame Duncan, il faut dire les choses telles quelles. La seule catégorie d'affectation qui n'est pas payante au ministère, ce sont les affectations disciplinaires. Peut-être que Madame le ministre ne le connaît pas, mais il faut le dire. Parce que lorsque vous voulez être affecté, lorsque vous demandez l'affectation, vous déposez votre dossier, c'est peut-être quelqu'un du ministère qui vous appelle pour vous dire, donnez peut-être, je ne sais pas moi, 300 000, parce que c'est connu de tous. C'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent qu'on ne peut pas affecter les enseignants après un certain nombre d'années? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent qu'un enseignant doit passer, je ne sais pas moi, 15 ans à Tchadibali, et c'est pas moi, 15 ans, c'est pas moi, dans une localité perdue de l'Est Cameroun, qui doit passer, c'est pas moi, 10 ans dans le Nozo, et alors qu'un autre a le titre foncier, permettez-moi l'expression, d'enseigner dans les lycées de Yaoundé. Vous voyez que voilà les choses qui créent des frustrations, de telle manière que celui qui est dans l'arrière-pays se sent délaissé. Je vais peut-être vous révéler une chose. Vous savez pourquoi la grève bat son plein dans l'arrière-pays? Parce que ces gens-là ont perdu tout espoir. Parce que ces gens-là n'attendent plus rien. C'est de ça qu'il est question. Et vous savez pourquoi certains établissements de Yaoundé ou alors de Douala ne grèvent pas? Parce que, en fait, ces gens-là vivent ou alors sont dans la coupe de leur chef d'établissement. Et leur chef d'établissement, avec les menaces qu'on connaît, on vous dit j'ai le bras long, je vais appeler tel, on va vous affecter. Et quelqu'un qui a passé son temps à Yaoundé, à Douala, il n'a pas d'être affecté, c'est pas moi, à Gari Gombo ou alors dans le Nozo. C'est de ça que les questions. C'est pour ça que ces gens-là restent sous la coupe des chefs d'établissement. Et c'est d'ailleurs quelques établissements. Parce que lorsque vous allez à Yaoundé, à Douala, vous allez voir que certains établissements sont en grève. Donc, voilà ce qui se passe en fait. Il y a une batterie de revendications que nous avons formulées. Il y a 31 revendications. Il y a l'automatisation des actes de carrière, Madame Duncan. Ça, c'est un serpent de mer. Voyez-vous, il y a des gens qui sont à 5, 6, 7 avancements,
qui n'ont pas d'effet financier. Et les avancements, c'est la partie qui concerne tous les enseignants. Parce que même si vous faites 10 ans sans salaire, vous avez déjà des avancements. Même si vous faites 4 ans sans salaire, vous avez déjà des avancements. Même si vous avez même un salaire, vous avez des avancements. Mais s'ils ne sont pas signés et avec effet financier, vous êtes dans le même pétrin que les autres. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes retrouvés à la concertation avec le ministre du Travail, nous lui avons dit, monsieur le ministre du Travail, parce que en fait, le président de la République avait déjà répondu à notre lettre, à notre première lettre, et il avait déjà donné des instructions pour que certains fonds soient débloqués. Nous avons dit au ministre du Travail, monsieur le ministre du Travail, voyez-vous, le président de la République a débloqué certains fonds, mais ça n'a pas calmé la grogne sur le terrain. Ce qu'il faut faire, nous avons 4 revendications essentielles pour baisser les tensions des uns et des autres sur le terrain. Voici ce que nous avons dit au ministre du Travail. Il faut rehausser la cagnotte, comme je le disais tout à l'heure, et permettre à ce que l'échéancier soit court, de telle manière que les avancements, je ne sais pas moi, les rappels et autres soient payés. Ça, c'était la première doléance que nous avons formulée, la première revendication. La deuxième revendication, c'est l'automatisation, autant pour moi, des actes de carrière. La troisième revendication, c'était en fait que le ministère crée une plateforme des affectations où les affectations ne vont pas passer de main en main pour être sûr que non, on va monnayer pour être affecté. Que le ministère crée une plateforme des affectations qui puisse permettre aux enseignants d'être affectés. Après un certain nombre d'années sur le terrain, il sait que je peux aller à tel endroit. Il sait que si j'ai commencé ma carrière peut-être à Douala, je peux la finir à l'extrême nord. Si j'ai commencé ma carrière, je ne sais pas moi, au Nozo, je peux la finir à Yaoundé. Ce n'est que par ce processus-là que tous les enseignants peuvent avoir la chance d'être affectés dans les villes. Madame Donken, il y a certains d'entre nous qui sont fils de fonctionnaires. Moi, mon papa, il a fait pratiquement 4 régions. Parce que mon papa était administrateur civil. Et il a fait pratiquement 4 régions. C'est-à-dire qu'il était affecté dans 4 régions. Et vous, alors, fonctionnaire, vous êtes sur place depuis? Je vous comprends pas. Et vous êtes fonctionnaire également, mais vous êtes sur place depuis? Oui, je suis fonctionnaire et je suis sur place depuis ma sortie de l'école. J'avoisine déjà 10 ans. C'est-à-dire, vous voyez que je n'aime pas d'espoir de ressortir de là. Et pour la petite histoire, j'étais sur un plateau, Canal Presse pour ne pas le citer, sur Canal 2. Et au sorti de là, il y a un monsieur qui m'appelle. J'ai encore le message dans mon téléphone parce qu'il a d'abord appelé. Et ensuite, il a fait le message pour me dire, venez donner 400 000, on vous affecte à Yaoundé. Je vais vous montrer le message tout à l'heure. Il a d'abord appelé et ensuite, il a envoyé le message. Je lui ai dit clairement que monsieur, un service que je dois recevoir gratuitement, je n'ai pas à le monnayer pour l'obtenir. Je le lui ai dit clairement. Et que là où je suis, je ne me plains pas. Je reste là-bas le temps qu'il faudra. Si l'État, je ne sais pas moi, trouve que je dois rester là-bas, je resterai là-bas. Je ne donnerai pas un copec pour être affecté. C'est ça que j'ai dit au monsieur. Alors, j'aimerais bien comprendre. Je vais relever plusieurs points parce que vous avez effectivement présenté de nombreux griefs. Peut-être pour commencer, quel a été le déclic? Parce que ça se voit que le problème date. Oui. En 2017, l'autre grève n'a pas vraiment mordu. Oui. En 2022, on constate que ça a vraiment pris de l'ampleur et vous êtes plus exigeant. Alors, quel a été le déclic? Est-ce que c'est l'échec de 2017 ou alors vous vous êtes dit, cette fois-ci, c'est la bonne? Parce que j'essaye de comprendre. Pourquoi cette année et pourquoi pas l'année dernière, par exemple, ou en 2018? Non, déjà, il faut peut-être déjà corriger quelque chose. Nous ne sommes pas exigeants. La cause que nous défendons, elle est noble et les revendications légitimes. Donc, je ne pense pas que le dire, il faut être exigeant, puisque si c'est légitime, il faut être exigeant pour ce qui vous est dû. Bon, peut-être oui, peut-être non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas parler d'exigence parce que nos revendications sont connues de tous. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, voyez-vous, il y a des enseignants, comme je le disais tout à l'heure, qui sont à 10 ans, et c'est pas moi, 15 ans sans salaire. Très bien, plus loin vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on vit 10 ans, 15 ans sans salaire. Oui, permettez que je finisse. Oui. Il y a d'autres qui n'avaient pas de complément de salaire, c'est-à-dire depuis 2017, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'avancement, et on s'est retrouvé, on s'est dit, la grève de 2017, en fait, ça concernait une partie de la corporation. C'est peut-être aussi pour répondre à votre question selon laquelle celle de 2017 n'a pas eu un grand écho et celle de 2022 a eu un écho. En fait, les revendications de la grève de 2017 étaient, je ne sais pas moi, cadrées. Ça veut dire qu'en fait, les leaders revendiquaient qu'ils soient pris en solde.
C'était ça le problème véritable. C'est vrai qu'il y avait des revendications accessoires, mais c'était ça le problème véritable. Mais voyez-vous, on n'est pas... comment je vais dire ça? Le commun des mortels n'est pas obligé d'être solidaire. C'est-à-dire, lorsque on peut être voisin, lorsque vous criez du mal de tête, et si moi je me sens bien, je ne vais pas compatir à votre douleur. Donc c'est en fait cela qui se passe. C'est-à-dire, lorsque les enseignants qui étaient affectés et qui attendaient être pris en solde revendiquaient d'être pris en solde, un enseignant qui avait déjà son salaire ou alors qui était déjà sous son système de 2 tiers, qui n'attendait que ses avancements n'étaient pas concernés. Et donc, ils n'ont pas trouvé nécessaire de se joindre à la cause. Mais cette fois-ci, dans les 31 revendications que nous formulons, tout le monde se retrouve là-dedans. Tout le monde, pratiquement tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire enough is enough. On a trop supporté. Alors, peut-être avant de comprendre comment est-ce qu'on vit 10 ans sans salaire, oui. Que répondez-vous à ceux qui estiment que ce que vous subissez aujourd'hui vient toujours des enseignants, mais qui sont désormais au ministère de l'Éducation, des enseignements secondaires? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous subissez, j'ai envie de dire, les flèches de vos collègues. Oui. Mais comme aujourd'hui, ils sont dans les bureaux au MINISEC, vous n'êtes plus pareil. Donc, ils vous vissent un peu, ils vous serrent un peu la vis. C'est en partie vrai. Sauf que les causes de cette grève ou alors les causes de nos souffrances ne sont pas inhérentes au ministère de l'enseignement secondaire. Ces causes-là sont partout. Voyez-vous, lorsque vous réclamez votre, et c'est pas moi, votre complément de salaire ou alors votre rappel et qu'un monsieur qui est tapis dans l'ombre au MINFI vous demande 30%. Ce n'est pas un fonctionnaire du ministère qui vous le demande. Mais sauf qu'il y a aussi des personnes au ministère qui jouent à ce jeu-là. C'est-à-dire des fonctionnaires au ministère qui jouent, des fonctionnaires véreux au ministère qui jouent à ce jeu-là. Voyez-vous, j'étais au téléphone ce matin avec un enseignant qui se plaignait. Monsieur Eke, permettez-moi de retrouver son nom. Parce que moi, quand je viens sur les plateaux de télévision, ce n'est pas pour faire les bouffes comme certains. Je viens avec des faits. Il y a monsieur... disons qu'il n'est pas là hein, pour pouvoir se défendre. Donc, oui, non, c'est pour sa cause. Oui. Il y a monsieur Eke Choukoyo Boris qui m'appelait ce matin pour me dire qu'il est en service à Boya. Et il a été suspendu abusivement de la solde. C'est-à-dire qu'il a un poste et on a dit qu'il a déserté son poste de service. Alors qu'il a tout, il a les présences effectives. Et lorsqu'il arrive au ministère pour se justifier, les agents du ministère refusent catégoriquement de le recevoir. Voyez-vous, madame, même en justice, lorsque vous êtes accusé de quelque chose, on vous donne quand même le droit de vous justifier. Ouais. Et on lui dit carrément qu'il n'y a pas de justification à faire. C'est-à-dire qu'il aille attendre. Et quelques mois après, son salaire est suspendu. Quelques semaines après, son salaire est suspendu. Voyez-vous comment les gens peuvent jouer avec la carrière des autres. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire, vous êtes en poste et vous vous rendez compte que votre salaire a été suspendu. J'évoquais tout à l'heure ceux du NOSO. Eh bien, parlons-en, madame. Voyez-vous, lorsqu'un enseignant est égorgé, décapité et sa tête exposée sur la place publique, vous pensez que son collègue qui est à côté peut encore avoir, c'est-à-dire le courage de rester là? Il faut être inhumain pour avoir le courage de rester là. On a parlé de la prime de risque, oui, des enseignants affectés dans les zones à risque. Est-ce que cette prime-là est entrée dans leur salaire? Non. Mais ce qu'on trouve tout de suite, c'est de taper sur les doigts de ces enseignants-là parce que, non, ils fuient les désertions. Ils sont peut-être à Yaoundé ou alors à Douala et ils partent donner cours. On décide de les suspendre de la solde. Madame, vous connaissez la conjoncture au Cameroun. Vous connaissez lorsque une famille a formé ou alors a envoyé un enfant à l'école. Et est-ce que cet enfant-là est devenu fonctionnaire? C'est l'espoir de la famille. Et lorsqu'on prend sur soi de suspendre cet homme-là de la solde, je pense que cela est comparé à un crime. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont sur cette casquette-là, c'est-à-dire qui ont été suspendus abusivement de la solde et qui n'ont pas été rétablis jusqu'ici. On se serait attendu que lors des mesures prises par le chef de l'État pour le mois de mars, que ces enseignants-là soient rétablis de la solde. Mais ce n'a pas été le cas. Ils continuent accroupis dans la misère. Alors que leur prime de risque qui a été signée n'est pas entrée dans leur salaire.
mais on prend sur soi de, c'est pas moi, les punir. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué 4, j'ai envie de dire, priorités dans vos revendications. Aujourd'hui, que des économistes disent que le Cameroun, en l'état actuel, ne peut pas être dans l'incapacité de débloquer 181 milliards. Est-ce que vous pensez que si les 4 priorités que vous avez citées sont exécutées, vous allez reprendre la craie? Ou alors, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Madame, j'ai vu un posting sur les réseaux sociaux ce matin où quelqu'un disait Antonio Conceição réclame 1 milliard. Les enseignants, dans leur immense majorité, en réclament 181. Vous pensez vraiment que c'est assez? Et nous n'avons pas demandé à l'État, ou alors nous n'exigeons pas à l'État de payer cet argent-là d'entrée. Lorsque nous étions en concertation avec le ministre du Travail, nous lui avons dit il faut rehausser la cagnotte de telle manière que cette cagnotte puisse permettre à couvrir toutes les poches, toutes les rubriques de la dette des enseignants. Selon vous, à peu près combien? Je n'ai pas un montant à fixer, sauf que lorsque nous demandons au chef de l'État, lorsque nous faisons la doléance au chef de l'État de rehausser la cagnotte, c'est pour peut-être avoir 100 milliards, par exemple. Si on a peut-être 100 milliards, ça va permettre en fait de couvrir toutes les rubriques dues aux enseignants. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui attendent pour leurs avancements. Et il n'est pas question, ou alors, si on prend ça sur une longue période, la simulation mathématique a démontré que nous allons retomber dans les mêmes travers. Okay. Alors, est-ce que tout ce que vous m'expliquez là aujourd'hui, vous avez eu plusieurs concertations, vous avez eu plusieurs sorties, est-ce que tout ceci a été présenté au ministre, déjà? Oui. Et est-ce que les différentes... j'ai envie de dire, techniques de corruption. Oui. Vous faites face à plusieurs types de corruption. Est-ce que vous, enseignants, vous avez essayé de dénoncer ou alors vous vous êtes dit, bon, comme c'est mon agent, j'évalue, si j'attends 1 million en lui donnant 300 000, peut-être que ça peut passer, peut-être que c'est vous aussi qui avez encouragé cette pratique qui aujourd'hui vous retombe dessus. Madame, pensez-vous que l'enseignant est comptable de la moralité des fonctionnaires dans les différents ministères? Non, nous ne sommes pas comptables de la moralité de ces gens-là qui perpétuent la corruption dans les ministères. Ce n'est pas à nous, c'est pas moi les sanctionner. Dans la corruption, les deux sont coupables. Quand il y a acte de corruption... Oui, j'y arrive. Oui. J'y arrive. Sauf que, madame, voyez-vous, lorsque je vis dans la misère pendant 10 ans, et qu'on me dit que mon argent est bloqué quelque part, et que le boutiquier du quartier, qui n'a pas été à l'école, me méprise parce que je lui dois, je ne sais pas moi, 5 000 francs. Vous pensez vraiment que je suis encore un homme digne? Parce que je vis dans la misère depuis 10 ans. C'est-à-dire que je ne suis plus un homme digne. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire... l'État a tout fait pour rendre les enseignants à leur plus simple expression, c'est-à-dire même les besoins les plus primaires. Les enseignants connaissent même les besoins les plus primaires. Et lorsque quelqu'un est dans cette logique-là, ou alors lorsque quelqu'un est atteint de cette manière-là, vous avez peut-être une maladie que vous devez soigner et vous n'avez pas l'argent, alors que votre argent, on vous dit, il est bloqué quelque part pendant 5-10 ans. Vous pensez vraiment que il est encore normal de dire que cette personne-là est coupable d'être partie demander son argent? Il y a quand même les circonstances atténuantes, même en justice, madame. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, je reviens sur le premier pan de ma question. Est-ce que tous ces griefs ont été relevés? Oui. Et est-ce que, selon vous, il n'y a pas possibilité, je veux dire, vous êtes dans le système. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de dénoncer nommément, c'est-à-dire que je entre dans tel bureau, comme par exemple celui qui vous a appelé pour vous demander 400 000. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà que vous commenciez par dénoncer cela? Vous n'êtes pas comptable de leur moralité, on a bien compris. Peut-être commencer par dénoncer cela pour éradiquer le fléau. Madame, je vais peut-être vous faire une confidence. Ou alors... pas une confidence, je vais vous poser une question. C'est vrai que ce n'est pas moi qui pose des questions ici. C'est une question rhétorique. Vous allez vous-même répondre. Pensez-vous vraiment que, madame, lorsque je dénonce un agent qui a mon numéro de téléphone, qui a, je ne sais pas moi, mon identité, qui sait que je vis à tel endroit, alors lorsque je parle de dénoncer à la CONAC, puisqu'il s'agit de la CONAC, alors quelle est la garantie que la CONAC me donne que je ne serai pas lynché par cet homme-là? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut que ça s'arrête. Mais le problème est systémique, madame. Le problème est systémique. Enfin,
nous posons nos doléances au gouvernement, sauf que ce ne sont pas seulement les membres du gouvernement, qui créent ces goulots d'étranglement. Même ces anciens-là, ou alors même ces fonctionnaires-là qui sont tapis dans l'ombre dans les ministères, sont comptables de ce qui se passe. J'ai un promotionnaire, M. Igboura Tchéchoube Charlot, qui est en service au Nord. Son dossier est bloqué au Minfropa depuis 8 ans. Parce qu'on lui demande une pièce, le certificat d'individualité. Voyez-vous, quelqu'un qui est en service au Nord, il doit venir à Yaoundé à chaque fois. Et il a déjà produit cette pièce-là 8 fois. Le dossier est bloqué au même endroit. Il n'a pas de salaire. Et sa famille est remontée contre lui parce qu'on estime qu'un enseignant qui est sorti depuis 8 ans n'est pas encore de salaire. Sa famille croit que non, il prend son salaire, mais il dit qu'il n'a pas de salaire, c'est-à-dire qu'il est en train de mentir qu'il n'a pas de salaire. Sa famille est remontée contre lui, alors que son dossier est bloqué au Minfropa. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont dans cette même dynamique-là, dans ces mêmes pétrins-là. Il y a M. Amidou qui a fait 10 ans sans salaire. Et il a fallu que sa photo ou alors sa publication se promène dans les réseaux sociaux et que le jour d'après, le ministre de la fonction publique prenne sur lui de signer un papier. Je ne sais pas moi si c'était l'acte d'intégration parce que l'acte d'intégration a un matricule. Mais son acte n'avait pas de matricule. Donc on ne sait pas si c'était un acte d'intégration ou alors un papier pour le prendre en sol. Mais il est décédé quelques jours après. Et je sais que vous êtes journaliste. Vous savez dans quelles conditions, dans les conditions qu'il a été enterré. C'est-à-dire, même, je ne sais pas moi, l'enseignant est quand même l'élite de la société, madame. Lorsque un enseignant meurt et qu'il est enterré dans ce genre de conditions, vous pensez vraiment que sa famille peut être fière d'avoir fait de cet homme-là un intellectuel? Non, madame. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans cette misère-là. Il y a madame Kouefet Wanjouren, qui est en service à l'Ouest Cameroun et qui, juste ici, n'a pas de salaire. Moi, quand je viens sur le plateau de télévision, ce n'est pas pour faire de la flagonnerie. On l'a très bien compris. On comprend qu'ils sont nombreux. Oui. C'est-à-dire que tout le monde a compris que c'est vraiment le ras-le-bol des enseignants. Nous sommes dans les pistes de solutions. Nous sommes en train de chercher des pistes de solutions. Là, vous nous avez très bien présenté tout ce qui se passe. On comprend que les griefs sont importants. Vous l'avez cité dans la dernière lettre au président de la République. Selon vous, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des avancées lorsque, dans la dernière instruction du président de la République, il a annoncé, par exemple, des paiements à pour cette fin du mois de mars. Oui. Et je pense que le 25, oui. Le 25 c'est demain. Oui. Est-ce que vous pensez que si ces paiements sont faits déjà demain, oui. On peut dire que c'est un pas. Ça dit qu'on peut dire que oui, ça commence à aller. Oui. Et un autre point, il y a l'image d'un bulletin de solde d'un pensionnaire sur les réseaux sociaux depuis le 22 mars. Est-ce que là, on peut se dire aussi que c'est bon signe, le gouvernement a respecté tout au moins les délais de sa première sortie? Oui. Le gouvernement a respecté en partie les délais. Parce que voyez-vous, lorsque vous êtes fonctionnaire, il y a ce qu'on appelle le bulletin de solde, que vous pouvez consulter des jours avant que votre salaire ne soit viré. Et dans ces bulletins de solde-là, il y a certains enseignants qui n'ont pas eu leur complément de salaire. Okay. Ils sont nombreux, madame. J'ai des listes là. Des enseignants sortis de l'école normale de l'enseignement technique de Douala. Et il y a aussi d'autres sorties de l'école normale de Maroua. Vous savez quand même qu'on ne peut pas tous les lire, sinon oui, l'émission ne suffirait pas. Je vous les présente juste pour qu'on ne dise pas non, je suis venu faire de la flagonnerie ici. Il y a deux listes d'enseignants là. Il y a ceux qui sont sortis en 2020, c'est-à-dire en 2018, le 2 mars 1er décembre 2020, autant pour moi. Ça, c'est ceux qui sont sortis de l'école normale de Maroua. Il y a également, oui, le 1er décembre également 2020, ceux qui sont sortis de l'essai de Douala. 2020 à 2022, ils n'ont pas de salaire. Pourtant, ils ne sont même pas pris en solde. Pourtant, leurs camarades sont pris, leurs collègues de la même promotion sont pris en solde. Vous pensez vraiment Pourquoi cette différenciation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous explique concrètement? Pourquoi les uns et pas les autres? Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous arrivez au ministère? Mais c'est des... Qu'est-ce qu'on va vous dire
de pertinent. Parce que, voyez-vous, madame, moi, lorsque j'étais à l'école normale, lorsque j'étais à l'INSEC à Douala, nous avions une commission que nous appelions la commission des étudiants finissants. Et c'est cette commission-là qui était chargée d'acheminer les dossiers à Yaoundé. Je faisais partie de cette commission-là. Et lorsque vous arrivez avec les dossiers de vos promotionnaires à Yaoundé au Minisec, vous trouvez des piles de dossiers, peut-être sur 2 promotions, qui sont entassés au couloir, avec les intempéries, c'est pas moi. Vous avez vu, vous êtes journaliste, il y a des dossiers qui ont circulé sur la toile, qui ont été qui sont détruits déjà. Qui sont déjà détruits. Vous pensez qu'une personne qui a un dossier qui a été détruit au Minisec peut être pris en sol? Et ici, ce n'est pas un seul nom, c'est-à-dire que c'est des dizaines de noms. Des gens qui ne sont pas pris en sol alors que leurs camarades sont pris en sol. Vous pensez vraiment qu'une personne de cette catégorie-là peut être vraiment fière d'être enseignant? Je ne pense pas. Je pense que c'est de la marginalisation à la limite. C'est de ça que les questions, madame. Très bien. Donc là, vous dites que le gouvernement a respecté en partie. Oui. Mais c'est déjà bon signe. Oui, c'est bon signe. Mais sauf que ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit une deuxième lettre au président de la République pour nous dire les enseignants ont reçu avec satisfaction les mesures prises à leur endroit, sauf que ces mesures-là ne permettent pas de résoudre le problème de manière claire. Parce que, madame, pour que ce problème-là soit résolu, il faut une démarche holistique qui puisse résoudre le problème dans sa globalité. Parce que la grande partie de la dette dont on parle, elle est due au fait qu'il y a le système de 2 tiers qui plombe les enseignants dans la pauvreté pendant des années. Vous connaissez les salaires minables que les enseignants ont. Et lorsqu'on vous donne encore 2 tiers de ce salaire-là, parfois sans le non-logement, vous êtes astreint à la pauvreté pendant, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 ans, voire même 10 ans. Vous êtes dans ce système-là. Et ça ne fait que augmenter la dette. Et lorsque vient le temps de vous payer votre rappel, vous savez que le fonctionnaire, le seul argent consistant qu'il peut avoir, c'est lors de son rappel, pour ceux qui ont les rappels. Oui. Lorsque vient le temps de vous payer votre rappel, on finit de le partitionner. On vous dit d'abord, rappel de 2 tiers, rappel de complément de salaire, rappel de non-logement. Ça ne vous permet pas de faire un projet c'est-à-dire, vous tombez dans les mêmes travers. C'est-à-dire, on vous donne cet argent-là en l'espace de, je ne sais pas moi, de 2-3 ans. On vous donne d'abord une partie, 1 an après ou 2 ans après, on vous donne une autre partie, et vous ne pouvez plus rien faire d'important de cet argent-là. C'est-à-dire, on s'est arrangé à retenir les enseignants au stade des besoins primaires. C'est la raison pour laquelle la société ne respecte plus l'enseignant. Ça, il faut le dire, madame. Ouais. Parce qu'avant, lorsque nous étions élèves, un enseignant ou alors un élève ne pouvait pas poignarder un enseignant. C'était impossible. Les enseignants, c'était les devins. Parce qu'à cette époque-là, les enseignants étaient respectés par la société. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un enseignant qui arrive à l'école alors qu'il a faim, pour parler de manière prosaïque, alors qu'il a faim, lorsque vous avez un enseignant qui arrive à l'école alors que non, il y a son bailleur qui lui demande son argent de loyer. Lorsque vous avez un enseignant qui a les besoins primaires, comment pensez-vous que la société peut respecter cette personne-là? C'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, peut-être que pour bien comprendre la difficulté les difficultés par lesquelles vous passez, oui. Peut-être qu'il faudrait nous expliquer de façon succincte, oui. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'un enseignant termine sa formation à l'école jusqu'à l'intégration. Oui. On ira jusqu'à la retraite un peu plus tard. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous devez apporter? Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir tout au moins votre intégration et le premier salaire? Oui, je peux vous répondre avec assurance parce que j'ai fait partie, comme je vous le disais tout à l'heure, de la commission de gestion des dossiers des étudiants lorsque j'étais étudiant. Alors, voici ce qui se passe. Lorsque vous êtes étudiant finissant, c'est-à-dire vous êtes en 3e année, pour ceux qui sortent en tant que professeur des collèges, ou alors en 5e année pour les professeurs de lycée, vous constituez un dossier. Après votre soutenance, vous constituez un dossier qu'on appelle le dossier de prise en charge rapide. Et après cela, il y a le dossier d'intégration. Et ces deux dossiers-là vous prennent en moyenne 50 000. Voyez-vous,
un étudiant qui a fini de soutenir avec toutes les misères qu'on connaît, on lui demande de constituer un dossier de près de 50 000. C'est-à-dire tout est en doublon dans ce dossier-là. Chaque papier est en doublon dans ce dossier-là. Et ces dossiers-là coûtent pratiquement 50 000. Et vous déposez ces dossiers-là au sein de votre école. Certaines écoles ont des commissions pour acheminer ces dossiers-là, ou alors certaines, c'est le directeur de l'école qui les achemine à Yaoundé. Et vos dossiers sont acheminés au MINISEC. Et maintenant, commence le chemin de croix. Le chemin de croix, voilà. C'est-à-dire, votre dossier, il faut qu'il entre d'abord, il faut qu'il soit d'abord en ligne, c'est-à-dire sur la plateforme. Une fois que votre dossier est mis en ligne sur la plateforme du MINISEC, il va faire un certain nombre de portes avec toutes les lenteurs administratives qu'on connaît. Ensuite, il ira au MINFOPRA, c'est-à-dire au ministère de la fonction publique. Il fera également un certain nombre de portes de ce côté-là, avec les gens qui retirent les pièces dans les dossiers et qui vous appellent par rapport au téléphone pour vous dire « Non, donnez-moi le carburant, faites ceci. » Je vous prenais le cas tout à l'heure de M. Igboura, dont on demande le certificat d'individualité. Ça fait déjà 8 fois. Et lorsque votre dossier, c'est le ministre de la fonction publique avec le Premier ministre qui est chargé de vous délivrer l'acte d'intégration. Mais avant, vous êtes pris en sol, c'est-à-dire le système de 2 tiers que nous décrions. Parce que ce système-là permet d'affamer les enseignants. Peut-être qu'il faut bien expliquer, le système de 2 tiers, c'est quoi exactement? Ça veut dire qu'on vous donne d'abord les 2 tiers de votre salaire. Voilà, les 2 tiers de la totalité de votre salaire. Et vous connaissez, c'est-à-dire les salaires des enseignants. Et on vous donne les 2 tiers de votre salaire. Ça veut dire qu'on vous maintient dans la pauvreté. Et lorsque, je disais donc, on vous prend donc en solde, c'est-à-dire on vous reverse chaque mois les 2 tiers de votre salaire. Maintenant, il y a un autre chemin de croix qui commence. Parce que après cela, on va vous dire, peut-être votre salaire de 2 tiers n'est pas venu avec le non-logement. Il y a des gens qui vont peut-être vous appeler pour vous dire, non, il faut peut-être donner 1 mois pour qu'on vous donne le non-logement de votre salaire. Ça, ce sont les agents des ministères qui vous appellent. Parce que voyez-vous, lorsqu'on décrit, lorsqu'on dénonce nos problèmes, ce ne sont pas seulement les membres du gouvernement, même les fonctionnaires qui sont tapis dans les ministères, qui travaillent à faire tomber le Cameroun. Parce que ça, il faut le dire. Parce que quand un fonctionnaire ne fait pas bien son travail, c'est travailler à faire tomber le Cameroun. Donc, ces gens-là vont vous appeler quand vous avez votre 2 tiers et que vous n'avez pas de non-logement. On va vous dire, bon, pour que le non-logement entre dans votre salaire, il faut peut-être que vous donnez 1 mois de non-logement pour avoir l'effectivité. Alors que c'est un argent qui devrait entrer normalement, qui devrait être inclus normalement dans votre salaire, mais parfois ce n'est pas le cas. C'est-à-dire il y a des promotions. Certains ont le non-logement, d'autres n'ont pas le non-logement. Là, nous sommes dans le système de 2 tiers. Maintenant, vous attendez que vous ayez le rappel de ces 2 tiers-là. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore le complément de salaire, vous avez le rappel de ces 2 tiers-là qui est minable. Et après cela, c'est-à-dire le mois qu'on vous donne le complément de salaire, on vous rappelle également, on vous donne également le rappel de ce complément de salaire-là. Parfois, si vous n'avez pas le non-logement qui est inclus dans votre salaire, il faudra aussi attendre le rappel du non-logement. Voilà donc à peu près le process pour être intégré à la fonction publique. Maintenant, vous cheminez. Après chaque 2 ans, vous devez avoir un avancement. Mais sauf que les faits financiers, ou alors les avancements ne sont même pas signés. Madame Donkin, pourquoi on ne peut pas automatiser les actes de carrière au Cameroun? C'est-à-dire pour savoir qu'après 2 ans, je dois avoir mon avancement et cela doit être automatique. Quitte à ce que ceux qui ne travaillent pas sur le terrain, qu'on envoie leur nom dans une commission de discipline et qu'on décide de suspendre leurs avancements. Pourquoi on ne peut pas rendre les avancements automatiques? Donc, vous êtes dans cette misère-là où vous travaillez, vous avez peut-être 4-5 avancements, ils ne sont pas signés. Et même lorsqu'ils sont signés, vous savez que plus les avancements sont en nombre important, plus l'argent ou alors la somme due est aussi importante. Vous allez donc arriver au ministère pour les faits financiers, au MINFI. Pour les faits financiers, on va vous dire, non, puisque vous avez peut-être 2 millions, non, il faut donner 30%. 30% de 2 millions, madame. Vous savez que ça fait beaucoup d'argent. Et lorsque vous n'avez que 2 millions, on vous demande de donner 30%. Mais il faut être inhumain pour faire ce genre de choses-là, madame. Donc, on va donc vous donner ces avancements-là avec peut-être, c'est-à-dire, si vous avez accepté que de donner ces 30%-là, ou alors vous allez attendre les années après. C'est-à-dire, si vous respectez le process normal,
Il faut attendre des années après pour avoir le rappel de ces avancements-là. Il faut attendre des années après pour avoir l'effet financier de ces avancements-là. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous avez les avancements. Il y a également des reclassements. Ça veut dire ceux qui rentrent à l'école. Pour quelqu'un qui est sorti, je ne sais pas moi, en 3e année, et qui doit rentrer en stage, c'est-à-dire on appelle ça le retour sur titre, qui doit rentrer, lorsqu'il finit en 5e année, il doit repartir sur le terrain, il doit bénéficier d'un reclassement pour passer de A1 à A2. Mais on se rend compte qu'il y a des enseignants qui sont dans cette misère-là, où ils ont été à l'école normale pour la 2e fois, mais ils restent toujours en catégorie A1 au lieu de passer en catégorie A2. Même les reclassements en termes d'échelon, ce n'est pas évident pour que vous ayez ces reclassements-là. Voilà à peu près ce qui se passe. Maintenant, quand vient le temps de la retraite, là, c'est une autre galère. Je pense à M. Niekedem Norbert, qui a 15 ans de retraite sans pension. Mais je vais peut-être vous surprendre en vous disant que lorsque sa photo a commencé à circuler dans les réseaux sociaux, il a eu, je ne sais pas moi, j'ai vu là son bulletin de solde qui est sorti avec 75 000. Ça veut dire qu'il a été pris, c'est-à-dire il a reçu sa pension de retraite après 15 ans. Et ce papa, il est mourant. Il y a à côté de lui, il y a M. Bengono Ebode qui a 14 ans sans pension de retraite, qui est également très malade. Voilà donc la logique dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous sommes mis en retraite. Et lorsque je vois certains chefs d'établissement taper sur les doigts des enseignants, moi je souris parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend dans, je ne sais pas moi, 4-5 ans. Parce que lorsqu'on va en retraite, c'est un autre combat qui commence pour bénéficier de sa pension de retraite. Madame, je vais vous faire une confidence. Il y a un chef d'établissement qui, il y a de cela quelques années, passait le temps à crier sur les plateaux de télévision que le Cameroun m'emballe. Et une fois qu'il a bénéficié, c'est un de vos confrères, il était à Royal FM, peut-être vous le connaissez. Une fois qu'il a bénéficié d'un décret de nomination comme proviseur, il est au lycée de Mbadjok, au lycée de Nkoteng, ou alors au lycée de Nkoteng. Voilà. Dites-nous directement, il n'est pas là. Voilà. Vraiment, je ne veux pas qu'on parle de ce qui ne sont pas là. C'est ce proviseur-là qui passe le temps à marquer ses collaborateurs en leur disant que je peux vous manger comme le couscous de Maman Mado. C'est l'expression qu'il utilise pour dire j'ai le bras long. Ça veut dire que je peux vous marquer et vous allez faire comme je veux. Madame, vous savez que c'est très délicat d'obliger un enseignant à faire cours alors qu'il n'est pas dans son assiette, comme on dit prosaïquement. Vous savez les dérives que cela peut engendrer. Justement, on va parler de la qualité de l'éducation un peu plus tard. Je suis encore dans le process. Oui. Expliquez-nous cela. Ça se voit que le chemin pour arriver à l'intégration et au salaire est long et il faut suivre le dossier. Oui. Moi, j'aimerais bien comprendre. Lorsque un enseignant prend la retraite, oui, à la date dite, il est déjà mis en pré-pension, c'est-à-dire son salaire est déjà réduit. Pourquoi à ce moment-là, je vous pose la question parce que vous êtes dans le domaine et je suppose qu'avec le mouvement, vous avez essayé de comprendre tout ce qui se passe tout autour. Oui. Pourquoi à ce moment, c'est automatique, sa mise sous pré-pension, et pas lorsqu'il intègre, lorsqu'il termine à l'école? C'est-à-dire, vous nous avez expliqué le process. Oui. Lorsque vous sortez de l'école normale, vous avez un dossier, vous constituez. Mais lorsque vous allez en pension, automatiquement, la banque vous montre que vous êtes déjà, c'est-à-dire que c'est déjà acté que vous êtes un retraité. Oui. Pourquoi là c'est automatique et pas l'entrée? Mais ça là c'est avant le chemin pour entrer en pensionnaire plein, j'ai envie de dire. Mais sauf que là c'est relatif. Je vous citais deux noms là, M. Bengono et M. Niekedem, qui n'ont pas encore reçu un COPEC jusqu'ici. La question peut-être qu'il faut la poser aux membres du gouvernement. Comment se fait-il que un enseignant ou alors un étudiant qui est à l'école normale, il vit une galère alors que son voisin d'à côté, qui est aussi étudiant, vous connaissez quand vous passez à l'école normale de Yaoundé, vous connaissez, il y a une école là à côté, son voisin d'à côté a une prime, une bourse. Et lorsque cet enseignant-là est mis sur le terrain, il faut encore supporter des années, il faut encore supporter des mois pour se voir pris
en solde. Il faut encore supporter des années pour avoir son complément de salaire. Je pense tout simplement que c'est des lenteurs administratives. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé dans cette lettre écrite au président de la République, nous avons demandé au président de la République de faire en sorte qu'il y ait la suspension pure et simple de ce système de 2 tiers là. Parce que ce système de 2 tiers là plombe l'enseignant dans la misère. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour répondre à votre question, ce sont les lenteurs administratives. Et c'est des problèmes systémiques. Et j'ai vu le ministre Joseph Lé, le ministre de la fonction publique, faire le tour des écoles normales après que le président de la République ait pris des mesures à l'endroit des enseignants pour automatiser les actes de carrière des enseignants. Pour automatiser, pas automatiser, c'est-à-dire pour automatiser l'intégration, pas les actes de carrière, l'intégration des enseignants, c'est-à-dire dès l'école, ils font un dossier. Voyez-vous, on ne dira pas que cette grève n'a servi à rien. Vous voyez, quelque chose, ça c'est une chose que, ça c'est un problème que nous dénonçons depuis des années. Et si c'est arrivé aujourd'hui, nous pensons que c'est salutaire. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, nous avons commencé par remercier le président de la République d'avoir pris les mesures en notre endroit. Et maintenant, nous lui disons, ces mesures-là sont insatisfaites. Vous savez qu'on dit prosaïquement. Qui dit merci demande voilà, encore un peu. Merci. Alors, je vais revenir un peu sur l'image de M. Nitedem, parce qu'elle a fait quand même les tours des réseaux sociaux. Oui. J'aimerais comprendre, est-ce que, selon vous, c'est nécessaire, parce que de plus en plus, depuis que votre mouvement grandit, on voit ces personnes âgées qui sortent avec des plaques. Est-ce qu'à ce moment, vous pensez que c'est vraiment nécessaire de faire sortir ces vieillards qui, on le sait, sont fatigués? Vous êtes, j'ai envie de dire, en front office pour défendre, pour mener le combat pour eux. Est-ce nécessaire encore de faire ça pour eux? Ça, c'est une parenthèse sur les vidéos, les images sur les réseaux sociaux. Non, sauf que ce n'est pas nous qui leur demandons de faire cela. Sauf que on dit souvent tous les moyens sont permis. On a vu la photo de M. Amidou circuler sur les réseaux sociaux, perd son âme, et il a été, son problème a été résolu les jours d'après. Alors chacun se dit, si M. Amidou de regretter mémoire a eu, et c'est pas moi, son acte d'intégration 2 jours après que sa photo est circulée sur les réseaux sociaux, alors je peux faire pareil. C'est pas nous qui demandons à qui que ce soit de faire une photo et de la mettre sur les réseaux sociaux. Mais sauf que nous, quand nous venons sur les plateaux de télévision, c'est des faits que nous venons montrer. Nous ne venons pas sur les plateaux de télévision pour dire les salaires ont été complétés sans preuve. Nous avons des faits, nous avons des exemples saillants. C'est ça que les questions. Donc nous ne demandons pas à tel enseignant ou alors à tel recruté de faire une photo et de mettre sur les réseaux sociaux. Nous les découvrons sur les réseaux sociaux comme vous. C'est ça que les questions. Alors, peut-être que M. Anissé Noah va... Bon, peut-être à la fin, hein, parce que on a décrié tout, on a relevé tous les griefs, les revendications, la lettre avec le président. Peut-être au sorti de l'émission, il va falloir nous dire, selon vous, qui êtes le communicateur ou le communicant de OTS, de façon succincte, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de crise. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a quelques mois, disons environ 2 mois du bac. Est-ce qu'on doit se dire que, comme ce n'est pas fait, comme les revendications, comme la réponse n'est pas à la hauteur ou tout au moins minimale, on va vers une année blanche? Voyez-vous, je vous ai dit à l'entame de cette émission, moi je suis républicain et tout ce qui touche à la République m'engage au premier chef. Personne ne peut souhaiter une année blanche au Cameroun. Sauf que nous ne sommes pas loin. En premier, le gouvernement ne peut pas souhaiter une année blanche au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous disons au gouvernement, nous crions. Madame, tout se passe dans ce pays comme quand vous êtes médecin. Un patient arrive à l'hôpital et il vous dit, j'ai une migraine. Et vous faites effectivement le diagnostic, vous constatez que ce patient-là a une migraine. Mais sauf que le patient continue à se plaindre. Vous lui dites, vous vous plaignez parce que vous êtes instrumentalisé. Mais donnez-lui le cachet. Vous allez voir s'il va continuer à se plaindre. Les gens disent non, les enseignants sont instrumentalisés, les enseignants ont fait ceci, les enseignants en demandent trop. Mais est-ce que les revendications que nous avons formulées ne sont pas légitimes? Est-ce que c'est ça même la question de fond? Est-ce que c'est nous qui avons demandé à l'État du Cameroun d'affamer l'enseignant pour dire après que les enseignants sont instrumentalisés? Bon, vous êtes instrumentalisé ou pas? Les politiques vous ont
On le sait, ça ne se passe pas sur les plateaux de télé. Les politiques vous ont contacté ou pas, ou d'autres membres du gouvernement même. Est-ce que c'est le cas? Madame, ceux qui me connaissent ma loyauté depuis l'université. Peut-être pas vous, d'autres membres. Non, j'y viens. C'est la raison pour laquelle certains ont décidé de faire chemin ensemble parce qu'ils n'avaient pas les aspirations du groupe. Parce que nous avons des aspirations. Nous servons les enseignants et nous ne nous servons pas. Nous n'avons été contactés par personne. Voyez-vous, madame, vous connaissez le champ politique. Vous savez que lorsqu'il y a une crise sociale, les partis politiques profitent pour faire une offre politique aux populations. Donc, il est de bon ton que les partis politiques s'en saisissent, mais ça ne veut pas dire que les partis politiques nous ont contactés. C'est ça que les questions, parce que nous connaissons, ou alors nous sommes conscients que nos revendications, ce ne sont pas les partis politiques qui vont les résoudre. C'est le gouvernement qui va résoudre nos revendications. C'est pour ça que nous nous tournons vers le gouvernement. Nous n'avons pas à tendre une oreille aux partis politiques. Lorsque j'ai entendu des gens dire tel parti politique a fait ceci, puisque les exemples nous arrangent lorsque c'est bon. En France, lorsque le mouvement des Gilets jaunes éclate, mais Marie Le Pen, qui est de l'opposition, ne va pas faire des cadeaux à Emmanuel Macron. Marie Le Pen dira que la crise des Gilets jaunes est causée par Emmanuel Macron. C'est la même chose au Cameroun. Donc on ne peut pas dire que non, les partis politiques instrumentalisent les enseignants. Déjà, qui peut nous instrumentaliser? Parce que c'est ça la question. Parce que voyez-vous, dans la corporation des enseignants, il y a des enseignants de plusieurs partis politiques. Il y a des enseignants qui sont du RDPC, il y a des enseignants qui sont du MRC, il y a des enseignants qui sont de l'AFP, il y a des enseignants qui sont du CPP. Comment vous pensez qu'un parti politique peut dire aux enseignants du RDPC ou alors à tous les enseignants que non, faites ceci et les gens ne vont pas dire non, votre idéologie est contraire à la nôtre. Mais sauf que nous ne posons pas nos revendications sur la casquette d'un parti politique. C'est pour cela que nous constituons en fait une symbiose autour de nos revendications et tout le monde s'y retrouve. C'est de ça que les questions. Nous ne sommes pas instrumentalisés par qui que ce soit. Très bien, on l'a bien compris. Parce que voyez-vous, nous avons une assise intellectuelle. Parmi nous, il y a des docteurs, bien qu'ils ne soient pas recrutés à l'université. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire non, ils sont naïfs, ils sont instrumentalisés. J'ai entendu cela de beaucoup de personnes, des intellectuels qui ont une certaine notoriété sur la place publique, vouloir démontrer sur les plateaux de télévision que les enseignants sont instrumentalisés. Les enseignants sont instrumentalisés autant pour moi. Je pense que cela, c'est de la mauvaise foi. Les enseignants ne peuvent pas être instrumentalisés. Notre cause est noble et les revendications sont légitimes. Anissé Noah, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Sommes-nous en chemin vers une année blanche? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Nous tendons la main au gouvernement. Nous tendons la main au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes allés en concertation avec le ministre du Travail, nous lui avons dit, Monsieur le ministre, le président de la République a posé certains actes, mais les enseignants ne sont pas satisfaits. Nous pensons qu'il faut faire un peu plus pour que les enseignants soient satisfaits. Et monsieur le ministre, puisque la dernière fois qu'on s'est retrouvé au téléphone sur le plateau de Dipita Tongor, il a demandé que je dise ce qu'il nous a dit. Eh bien, je vais profiter dans votre antenne pour le dire publiquement. Monsieur le ministre nous a dit, il pensait que nous sommes venus pour discuter des mesures d'accompagnement l'accompagnement des mesures prises par le chef de l'État. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce que le chef d'État a dit. C'est ça que le ministre du Travail nous a dit clairement. Et nous lui avons dit tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les enseignants ne sont pas satisfaits. Il y a 4 piliers sur lesquels on peut jouer. Le statut spécial des enseignants qu'il faut réviser et mettre en application. Il y a la cagnotte qu'il faut revoir à la hausse. Il y a un site ou alors une plateforme qu'il faut mettre sur pied pour que les enseignants soient affectés de manière normale, sans qu'il y ait la corruption. Il y a les actes de carrière qu'il faut automatiser. Madame Donken, je pense que ces 4 points-là, ça ne nécessite pas d'avoir, je ne sais pas moi, de l'argent dans les comptes pour les résoudre. C'est ça que les questions. Il y a des problèmes systémiques qu'on peut résoudre sans qu'on ne débloque de l'argent. C'est de ça que les questions. Très bien. Donc, selon vous, si ces 4 points sont résolus aujourd'hui, demain vous prenez la craie? Si ces 4 points sont résolus ce soir, demain, nous rentrons dans les salles de classe. Et je veux bien que ces 4 points fondamentaux soient résolus et que ceux qui disent que les enseignants sont instrumentalisés,
qui trouvent d'autres moyens de dire que les enseignants sont instrumentalisés. Parce que si ces 4 points-là sont résolus, demain, je peux vous rassurer que nous prenons le chemin des salles de classe. Alors, on a pratiquement 5 semaines sans dispenser les cours. Comment vous, particulièrement enseignant, quel est votre ressenti lorsque vous n'arrivez pas à encadrer vos élèves? Nous avons mal. Nous avons mal par rapport à ce que nous vivons. Nous avons mal pour ces élèves-là. Parce que, voyez-vous, c'est peut-être le lieu de leur rappeler. Lorsque, je vais prendre un exemple dans la cellule familiale. Lorsque un monsieur a un problème avec sa dame à la maison, il n'implique pas ses enfants. Il ne met pas au courant les enfants. C'est dans cette logique-là que nous sommes. Nous posons nos problèmes au gouvernement. Et nous n'impliquons pas nos élèves. Parce que j'ai suivi certains dire les enseignants envoient les élèves dans la rue. Non, nous n'envoyons pas nos élèves dans la rue. Nous avons d'ailleurs demandé aux enseignants d'encadrer ces élèves-là en faisant des causeries éducatives. Parce que cela est prescrit dans le code de l'enseignement. C'est-à-dire quand les inspecteurs viennent, on vous dit non, de temps en temps, vous pouvez faire des causeries éducatives. Alors, si nous avons peut-être pas assez de temps pour les faire et que nous avons une période morte, pourquoi ne pas faire les causeries éducatives? Donc, c'est comme ça que nous occupons nos enfants dans les établissements. Et lorsque nous n'avons pas cours, nous restons dans la cour au campus pour observer notre mot d'ordre de grève. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous avez vu les chefs, les sous-préfets qui sont descendus dans les établissements. Alors que le ministre de l'administration territoriale a été clair dans sa lettre, il a dit aux sous-préfets d'aller dans les établissements, informer les enseignants, informer la communauté éducative des mesures prises par le gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale n'a jamais dit aux sous-préfets d'aller marquer les enseignants dans les établissements. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a les sous-préfets qui ont demandé, on nous a envoyé des messages où les sous-préfets demandent à intégrer le groupe WhatsApp de l'établissement, c'est-à-dire pour marquer ces enseignants-là dans le groupe WhatsApp. Il y a les sous-préfets des différentes localités qui passent le temps à marquer les enseignants. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est-à-dire, le ministre dit une chose. Jusqu'ici, aucun membre du gouvernement, et ça, nous pouvons le féliciter. Aucun membre du gouvernement n'a demandé aux chefs d'établissement, aux sous-préfets ou alors aux délégués de prendre les noms des grévistes. Aucun membre du gouvernement. Mais ces gens-là s'illustrent de cette manière-là sur le terrain. On vous dit si vous grévez, on va envoyer votre nom au ministère et vous serez suspendu de la sol. On va vous affecter, c'est pas moi, dans l'arrière-pays, etc., etc. Est-ce que ces comportements-là sont de nature à baisser la tension des enseignants? Alors, vous avez dit, vous avez mal en tant qu'enseignant de ne pas pouvoir dispenser des cours à vos apprenants. Est-ce que vous comprenez aussi le mal-être des parents qui sont inquiets déjà pour l'année scolaire? Et surtout, je vais me faire le porte-parole d'un parent qui est en même temps enseignant. Oui. Est-ce que vous comprenez aussi que moi, enseignant, par exemple, j'ai du mal à envoyer mon enfant chaque jour à l'école? Oui. C'est-à-dire que je dépense déjà de l'argent que je n'ai pas suffisamment pour l'envoyer à l'école et pour qu'il ne fasse rien à l'école. Est-ce que vous comprenez également le mal-être des parents et leur inquiétude? Voyez-vous, je vais peut-être commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec la question que vous me posez et je vais répondre à la question. Il y a quelqu'un qui est venu sur un plateau de télévision pour dire le Cameroun est un État militaire. Non, je vais corriger ça tout de suite. Le Cameroun n'est pas un État militaire. Le Cameroun est une démocratie à la tête de laquelle, cette démocratie-là, il y a un président de la République. Et c'est le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires. Je pense que c'est l'article 7 ou 8 de notre Constitution, alinéa 10. Alors, je voulais corriger ce monsieur-là et lui dire, puisqu'il est enseignant de philosophie, et il a appelé à donner les cours d'éducation civique, quand il fera ce cours-là, qu'il me rende service, qu'il dise que c'est un enseignant d'électrotechnique qui lui a fait ce cours-là sur le plateau de STV. Maintenant, je viens à votre question. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Oui. Nous tendons tous la main au gouvernement. C'est le gouvernement qui est comptable de nos salaires. C'est le gouvernement qui est également comptable de l'éducation. Donc nous devons tendre tous la main au gouvernement. Le parent qui a son élève doit également tendre la main au gouvernement que, chers membres du gouvernement, résolvez le problème des enseignants pour qu'ils retournent à l'école encadrer nos élèves. Vous invitez les parents à la grève? Non, on n'invite pas les parents à la grève. Surtout pas. Surtout pas. Nous tendons la main. Surtout pas. Il y a des canons par lesquels on peut tendre la main au gouvernement. Nous n'invitons pas les parents à la grève. Surtout pas.
Très bien. Alors, à environ 2 mois Oui. du début du bac, Oui. si vous avez dit, si ce soir c'est résolu, demain vous rentrez en classe, moi j'aimerais comprendre comment faire pour rattraper tout ce qui a été, j'ai envie de dire, le temps perdu. Oui. Tout au moins pour les classes d'examen. Alors, Qu'est-ce que vous devez... Quelle est la stratégie? On a envie de comprendre. Madame, comment on fait pour rattraper le temps perdu lorsque la CAN se jouait et qu'on a demandé aux enseignants de suspendre les cours à midi pour permettre aux Camerounais d'aller au stade? Si vous me posez cette question-là, ça veut dire que ce que vous me dites en ce temps, c'est que le football est plus important dans ce pays que l'éducation. C'est vous qui venez de le dire. On a suspendu les cours à 14h. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même fait cours de 7h30 à 14h. En ce moment, ils ne font pas cours du tout. Oui. Comment, je repose ma question, pour tout au moins les classes d'examen ou le bac qui est à la fin du mois de mai, comment est-ce que vous allez faire? Moi, je demande votre stratégie pour comprendre. Comment est-ce que vous allez faire pour rattraper les cours et que les enfants soient à la hauteur des épreuves qui leur seront proposées pour l'examen? Croyez-moi, nous allons trouver des stratégies pour le faire. Il y a ce qu'on appelle les cours de rattrapage. Et c'est vrai que le ministère des enseignements secondaires a suspendu ces cours-là, mais nous pensons qu'en situation d'urgence, on peut faire ces cours-là. Vous avez vu l'an passé, on a fait pratiquement 3 mois sans faire cours, mais les examens se sont tenus. La grève n'est qu'à 5 semaines. Ça veut dire que si nos problèmes sont résolus aujourd'hui, nous pouvons rattraper le temps perdu et envoyer nos enfants dans les examens étant préparés. C'est d'autant plus qu'un enseignant qui fonctionne normalement avec son programme, quand il arrive au 2e trimestre, à la fin du 2e trimestre, il a pratiquement terminé son programme. Parce que voyez-vous, les programmes ou alors le 3e trimestre n'est dédié qu'aux révisions. C'est de ça que les questions, puisque c'est un trimestre assez court. Donc, on se rassure qu'on va terminer ces programmes au 2e trimestre et qu'au 3e trimestre, voilà, et qu'au 3e trimestre, ce ne seront que des révisions. Mais si on n'a pas pu terminer son programme et qu'on peut bousculer ces révisions-là, c'est aussi une méthode. Toi et moi, nous allons trouver des stratégies. Nous sommes les seigneurs de la craie, nous allons trouver des stratégies pour pallier à ce retard-là. Et que répondez-vous donc à ceux qui pensent aussi que, sans vouloir dédouaner le gouvernement, sans vouloir dire que bon, c'est parce qu'ils ne sont pas payés, qu'il y a des couacs, qui estiment que notre éducation perd progressivement un peu de sa qualité au regard des examens, de niveau de langue. On a eu des examens dits bac Covid ou bac crise anglophone, des notes qui sont nivelées vers le bas. Oui. Que répondez-vous donc à ces parents-là? Est-ce qu'on n'est pas peut-être en droit de se dire on va vers ça encore cette année? Mais madame, c'est un secret de polichinelle depuis des années. Et ça, c'est mon avis personnel, ce n'est pas l'avis de hôtesse. C'est un secret de polichinelle depuis des années que le système éducatif a perdu sa valeur. Voyez-vous, je vais vous prendre un exemple. Les états généraux des enseignements, les derniers états généraux des enseignements, c'était en 95, si mes souvenirs sont exacts. Et jusque-là, et jusqu'ici, on n'a pas fait d'états généraux. Vous pensez vraiment que tout ce temps, on peut, je ne sais pas moi, appliquer tout ce qui s'est dit en 95? Non. Et ensuite, il y a des dynamiques qui ont suivi les états généraux des enseignements. Nous sommes passés, pour ce qui est des écoles primaires, ou alors pour ce qui est de l'enseignement secondaire, nous sommes passés des OPO au APC, approche par compétence. Et moi, c'est un système c'est une méthodologie que j'ai toujours décriée. Parce que lorsqu'on parle d'approche par compétence, qu'est-ce qu'on met dans compétence? C'est de ça que les questions. Voyez-vous, les pays Mais il avait été dit que c'était pour professionnaliser peut-être professionnaliser, c'est exagéré. C'est-à-dire que l'enfant en sortant de l'école soit pratique. Qu'on n'ait plus des généralités, mais qu'il faut que ce soit pratique. Vous êtes enseignant. Madame, je souris lorsque vous dites pratique parce que moi, je suis dans un lycée, dans l'arrière-pays, où il n'y a pas... Je vous ai dit, je suis enseignant d'électrotechnique. Ça veut dire que pour faire électrotechnique, il faut de l'énergie. Où il n'y a pas de l'énergie. Vous pensez vraiment qu'un élève qui est censé faire de l'électricité dans un lycée où il n'y a pas d'énergie, vous pensez qu'il peut être compétent? Vous pensez qu'un enfant qui doit faire, je ne sais pas moi, génie civil ou alors maçonnerie, dans un lycée où il n'y a pas du matériel, où il n'y a pas de laboratoire, il peut être compétent? C'est de ça que les questions. Et lorsqu'on parle d'approche par compétence, vous savez que les pays qui ont créé cette approche-là, les pays qui
soutenaient cette approche-là, comme par exemple le Canada sont en train d'abandonner cette approche-là. Mais pourquoi le Cameroun est toujours derrière cette approche-là qui jusqu'ici a montré ses limites? C'est ça que les questions. Donc nous pensons que le système éducatif depuis des années va mal. Et il faut les états généraux de l'enseignement. Certains ont appelé ça le forum de l'éducation pour repenser l'éducation au Cameroun, que ce soit la maternelle, du primaire, le primaire, le secondaire, jusqu'à l'université. Il faut repenser le système éducatif parce que même le système LMD, il a ses limites, hein? Il a ses limites. Donc il faut repenser l'éducation. Alors, avant de repenser l'éducation, je reviens sur une question, je vous l'avais dit, je la reposerai un peu plus tard. Oui. Parlons des 5 ans, 10 ans, voire 15 ans sans salaire. Oui. Alors, expliquez-nous, comment est-ce que ça se passe? Ou alors, comme certains disent, vous vous sentez plutôt bien dans cette grève parce que c'est vous les mêmes enseignants qui êtes et au public et au privé. Oui. Donc, sinon, comment est-ce qu'on fait pour vivre 10 ans sans salaire? Mais on devient un clochard, madame. On devient un clochard. On s'adonne à tout pour, je ne sais pas moi, survivre. C'est ça que les questions, c'est ça qu'il faut dire. Et moi, je refuse de mettre ça sur le dos des vacations. Permettez-moi l'expression pour dire non, il est vacataire dans tel établissement. Et ceux qui ne font pas les vacations, moi, je n'en ai jamais fait depuis que je suis sorti de l'école. Parce que je trouve que, en fait, c'est une autre misère, ces vacations-là. Vous allez dans les établissements, on vous propose de faire des vacations à 500, à 1000 francs. Vous pensez que c'est véritablement de l'argent? Non, ce n'est pas de l'argent, c'est une souffrance. C'est ça que les questions. Rares sont les établissements aujourd'hui d'enseignement secondaire qui peuvent vous dire ils font les vacations à 2000 francs l'heure. Et quand vous allez dans ces établissements-là, vous allez trouver une pléthore, des effectifs pléthoriques. Vous devez corriger les copies, vous devez enseigner, vous devez dispenser les cours, vous devez évaluer, vous devez faire ceci, etc., etc. Vous voyez que c'est une autre misère de ce côté-là. Et c'est pour ça que peut-être il faut étudier le taux de mortalité des enseignants au Cameroun. Vous allez voir que les fonctionnaires qui meurent le plus au Cameroun sont les enseignants parce qu'ils croupissent dans la misère. C'est ça que les questions. Quand un enseignant fait 10 ans sans salaire, vous pensez que quand il sera malade, comment il va se soigner? Il y a une batterie de textes qui ont été signés depuis 2013 par le Premier ministre. Je pense qu'à cette époque-là, c'était M. Peter Mafanou Moussongue, qui n'ont jamais été mis en application jusqu'ici. Mais comment il vit? On parle de congés payants. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire doit bénéficier des congés payants. Cela n'a jamais été mis en application. On parle de la prime psychopédagogique pour les conseillers d'orientation. Cela qui est estimé à l'ordre de 10 000. Cette prime-là n'a jamais été mise en application. Alors que les conseillers d'orientation continuent à faire leur boulot dans les établissements. On parle d'un texte qui prend en charge les maladies des fonctionnaires. C'est-à-dire quand vous êtes fonctionnaire et que vous êtes malade, vous devez être pris en charge par l'État. Cela n'a jamais été mis en application. Quand je dis ça, je pense à M. Mabang qui est atteint d'un cancer qui est à l'extrême nord, qui a été suspendu de la solde, alors qu'il est atteint d'un cancer. Et on a trouvé que non, il faut le suspendre de la solde, alors qu'il a demandé une mutation puisqu'il est du Sud. Il a demandé une mutation pour rejoindre sa famille au Sud, puisque n'étant pas encore marié, personne ne peut s'occuper de lui dans le Grand Nord. Il a demandé la mutation lui a été refusée, mais il a été suspendu de la solde. Alors que ce qui doit être fait pour lui n'est pas fait, mais on trouve de le punir. Alors, on ne va pas parler de l'état de santé de certains ici. Il est malade, on a très bien compris. Alors, dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure du forum de l'enseignant. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut repenser dans notre enseignement et dans notre éducation, même de façon un peu plus large? Oui, le forum des enseignants de l'éducation, je pense que c'est un problème qui viendra... c'est une concertation ou alors un forum qui viendra résoudre beaucoup de problèmes. Déjà, il faut mettre sur la table le statut particulier de l'enseignant. Et quand je parle de statut particulier, je fais allusion aux conditions de travail de l'enseignant, également aux conditions de rémunération des enseignants pour que les enseignants soient bien dans leur peau. Il faut repenser le système éducatif dans tout son ensemble pour que nous ressortons de là avec un système éducatif qui permette au Cameroun, ou alors qui permettent à un enfant du Cameroun d'être fier de lui. C'est de ça que les questions.
Très bien. Alors, pour sortir de cette émission, je vais vous demander de faire un exercice, hein, parce que là, il faut qu'on comprenne. Au sortir de là, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. Oui. Vous allez regarder la caméra et nous dire exactement, peut-être nous passer un bout du message. Vous avez écrit au président de la République, supposons qu'avec, vous avez parlé des lenteurs administratives tout à l'heure, peut-être qu'il ne l'a pas encore reçu, peut-être qu'il vaut mieux passer ce message-là en direct et rassurer les parents aussi sur l'année scolaire de leurs enfants. Oui, voilà, puisque je suis un enseignant, je vais me prêter à cet exercice-là. Alors, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, puisque cet instant m'est dédié pour m'adresser à vous en tant que fils du pays, les enseignants vont mal, les enseignants souffrent dans leur chair et les enseignants crient leur ras-le-bol. Les mesures prises à leur encontre, les mesures prises pour satisfaire leurs doléances, nous les avons reçues avec satisfaction. Mais nous jugeons que ces mesures-là ne sont pas assez importantes pour résoudre le problème des enseignants. Lorsque nous nous sommes retrouvés à la concertation avec le ministre du Travail, nous lui avons dit, pour que la grève soit désamorcée sur le terrain, il faut jouer sur quatre éléments, quatre éléments fondamentaux. Il faut rehausser la cagnotte mise à la disposition des enseignants. Il faut revoir le statut particulier de l'enseignant, c'est-à-dire la révision et l'application du statut particulier des enseignants. Il faut automatiser les actes de carrière qui jusqu'ici ne sont pas automatiques. Et il faut créer une plateforme consensuelle de mutation qui puisse permettre à un enseignant, après avoir passé 3-4 ans dans une localité, qui puisse être affecté ailleurs. Monsieur le Président de la République, nous aussi qui sommes dans l'arrière-pays, nous voulons aussi travailler à Yaoundé, nous voulons travailler à Douala, nous voulons travailler à Limbe, à Bafoussam. Nous ne sommes pas formés pour n'enseigner que dans l'arrière-pays, alors que certains enseignants n'ont le titre foncier que d'enseigner dans les grandes métropoles. Et pour finir, il faut supprimer le système de 2 tiers qui jusqu'ici n'a fait que augmenter la dette du gouvernement vis-à-vis des enseignants. C'est ça qu'il est question. Et nous pensons que si le gouvernement peut nous permettre d'avoir ces revendications-là, nous pouvons être sûrs de retourner dans les salles de classe en tendant toujours la main, bien sûr, puisque c'est de ça qu'il est question, puisque nous avons une batterie de 31 revendications-là. Et nous estimons, ou alors nous voulons que ces revendications-là soient satisfaites pour que l'enseignant retrouve sa place dans le temps. C'est de ça qu'il est question. Les parents ont besoin aussi d'être rassurés, monsieur Noah. Oui, moi-même je suis parent, madame. Oui, rassurer les autres. Oui. Parce qu'il y en a qui, comme je vous l'ai dit, ils sont inquiets. Oui. Ils ont peur de l'année blanche. Ils ne savent pas ce que leurs enfants vont devenir à la maison. Chers parents, nous faisons confiance au gouvernement. Il n'y aura pas d'année blanche au Cameroun. Parce que je sais que le gouvernement sait être à l'écoute des préoccupations formulées par une corporation ou alors par un corps de métier. Et nous pensons que le gouvernement va trouver des solutions appropriées à nos revendications. Sauf que peut-être que j'ai oublié de le dire et je suis peut-être désolé de le dire aux parents. Nous avons constaté qu'en fait, il y a certains enseignants qui ne jouent pas franc jeu, c'est-à-dire ils font cours dans les établissements et ils sont plus virulents dans les réseaux sociaux que tout le monde. Moi, je connais un promotionnaire qui, dans son lycée, ne grève pas parce qu'il reste sous la coupe du chef d'établissement, mais c'est lui qui est plus virulent dans les réseaux sociaux en disant « OK » jusqu'à satisfaction. Nous pensons que ce genre d'enseignants-là ne nous rend pas service. Soit on grève, ou alors on décide de faire cours et se taire. C'est de ça qu'il est question. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que certains établissements des villes de Yaoundé et de Douala qui font cours parce qu'ils sont sous la coupe des chefs d'établissement qui leur disent « Nous avons le bras long et nous allons envoyer vos noms au ministère et vous serez suspendus de la sol ou alors affectés dans l'arrière-pays. » Donc nous pensons que le gouvernement restera à notre écoute et solutionnera nos doléances, puisque nous les avons formulées, elles sont connues de tous les membres du gouvernement. Une fois que nos doléances sont résolues, du moins pour la plupart, nous rentrons dans les salles de classe. Vous relevez quand même un fait qui n'est pas anodin. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, le verre est dans le fruit, puisque même quand on parle de manipulation, de politisation,
la porte a été ouverte par un enseignant, par des enseignants. Oui. Donc ceux qui font grève, qui font pas grève sur le terrain, mais font grève sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les enseignants. Donc peut-être qu'il faut commencer par assainir vous-même le mouvement. Cela n'est pas de la manipulation, ça c'est la peur. C'est-à-dire que ces enseignants-là vivent dans la peur. Ce n'est pas de la manipulation. Vous pensez vraiment que si les chefs d'établissement avaient laissé libre choix à ces enseignants-là de gréver, ils n'auraient pas grévé? Non. Ces enseignants-là sont influencés par les chefs d'établissement, par certains chefs d'établissement, parce que ça, il faut le préciser. Il y a certains chefs d'établissement qui nous appellent pour nous dire: chers collègues, les revendications que vous formulez sont légitimes, nous sommes derrière vous. Il y a certains chefs d'établissement qui pensent que parce qu'ils ont bénéficié d'un décret de nomination, ils doivent marquer pour leurs collègues, alors que nous sommes tous dans le même pétrin. Donc nous pensons qu'en fait, ce n'est pas de la manipulation, c'est la peur de ces enseignants-là vivent dans la peur de se voir suspendre la solde ou alors être affectés dans l'arrière-pays. Mais sauf qu'un membre du gouvernement, jusqu'ici, n'a pas demandé au chef d'établissement de suspendre les enseignants de la solde ou alors de les affecter ailleurs. Merci Anissé Noah. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On a bien compris, on a compris que le problème est grave et vous avez présenté quelques pistes de solutions. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est le mouvement OTS que je représente sur ce plateau qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.